Chères civiliennes, chers civiliens, bonjour. Michel Laloux et moi-même, nous sommes heureux de vous présenter la 19e rencontre civilienne qui porte aujourd'hui sur le thème fonds de rémunération et monnaie de contribution. Exemple concret de fonctionnement de services publics civiliens. Cette rencontre va être divisée en deux parties, la partie A et la partie B. Elles forment un tout à nouveau. Michel, bonsoir et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, bien sûr. Bonjour. Je te propose, Michel, d'entrer assez directement dans le vif du sujet qui concerne en réalité un rappel de quelques notions de base qui vont permettre à nos auditeurs de s'y retrouver, je dirais, dans les concepts qui vont être présentés aujourd'hui. Et tu souhaitais d'ailleurs peut-être faire un rappel qui concernait les qualités de la monnaie. Voilà une notion qui a été développée dans d'autres rencontres civiliennes, mais c'est important de la rappeler, elle est tellement novatrice. Ainsi, je te propose, Michel, d'y aller, de nous donner ces balises qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite poursuivre notre cheminement. Oui, tout à fait. C'est important. Je crois qu'on est toujours à l'arrière-plan. Le fait qu'il y a déjà un certain nombre de rencontres civiliennes qui sont à disposition, et on a besoin d'avoir présent à l'esprit, au fond, l'ensemble de ces rencontres pour peu à peu voir comment les choses s'articulent entre elles et comment notre imagination sociale, au fond, une qualité qu'on devrait développer de plus en plus, l'imagination sociale qui permet de se faire une sorte de tableau d'ensemble des différents points, parce qu'on ne peut pas avoir un aspect, le voir complètement si on ne voit pas l'autre aspect, voire même plusieurs aspects en même temps. Et c'est le cas notamment pour la monnaie, avec les trois qualités de la monnaie qu'on a développées dans les rencontres civiliennes 11 à 14, hein, où on a vu qu'il y avait la monnaie qu'on utilise tous les jours, la monnaie de paiement, la monnaie de consommation, si on veut, hein, ou la monnaie d'achat, et puis la monnaie de prêt, la monnaie qui est tournée vers l'avenir et qui permet, par exemple, la formation du capital d'une entreprise selon les nouvelles propositions que l'on a sur la constitution du capital. Et la troisième qualité de la monnaie, c'est la monnaie de contribution, la monnaie qui est destinée à l'économie non marchande et aux services publics. Donc on a ces trois qualités de la monnaie qui impliquent des flux différents et dont le manque de discernement sur ces trois qualités manque cruellement aujourd'hui dans la société, dans tout ce qui se passe, et où l'on voit les déséquilibres qui peuvent arriver, comme quand on voit par exemple que des difficultés de financement du budget de l'État sont entre guillemets résolues par le recours à l'emprunt et à la dette. Aujourd'hui, le fait d'avoir ces dysfonctionnements de l'État, et c'est au fond toute la conception du budget de l'État qui devrait être revue, et j'espère que nous aurons l'occasion une fois de faire une rencontre civilienne sur le thème. Le budget de l'État devrait être revisité totalement, et c'est en lien avec le fait que on aille vers une transformation considérable du rôle exécutif de l'État, dont nous avons déjà parlé dans plusieurs rencontres civiliennes. Si l'on transformait ceci, alors la notion de budget de l'État
serait tout autre que celle dont on a l'habitude, et nous n'aurions pas cette confusion qu'il y a entre la monnaie qui sert à payer les choses et la monnaie que l'on emprunte. Parce qu'aujourd'hui, l'accumulation des déficits de l'État montre qu'on confond totalement les trois qualités de la monnaie et qu'en fait, ce qui est résolu, enfin que l'on croit résoudre, en fait, on repousse le problème sans arrêt en empruntant et en creusant les déficits du budget de l'État. Cette question-là, au fond, devrait être résolue par la monnaie de contribution, parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de monnaie de contribution pour faire face à tous les besoins des services publics. Et la connaissance de ces trois qualités de la monnaie aiderait à ce qu'on commence à y voir plus clair et à discerner à quel endroit est-ce qu'on a besoin de la monnaie de prêt pour le démarrage, par exemple, d'une entreprise, la constitution des fonds qui vont lui permettre d'acheter des machines, des matières premières, etc. Et d'un autre côté, ce qui est le fonctionnement des services publics qui, eux, ont besoin de la monnaie de contribution et non pas de l'argent de prêt. Et je parle du fonctionnement. Si les services publics doivent, par exemple, construire un nouveau bâtiment, mettons pour un nouvel hôpital ou une nouvelle école, alors là, on a besoin d'avoir recours à la monnaie de prêt. Mais pour le fonctionnement du service public concerné, c'est autre chose et le recours à la monnaie de prêt pour cela ne fait que aggraver les problèmes que l'on ne regarde pas parce qu'on n'a pas ces notions de discernement sur les trois monnaies. Dans une certaine mesure et dans une certaine mesure seulement, parce que ce que tu dis est plus vaste encore, si on prend l'échelle d'une petite entreprise ou d'une entreprise qui, pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise pour ses frais de fonctionnement, emprunterait de l'argent, elle créerait des déséquilibres qui l'amèneraient à un moment donné immanquablement à la faillite. Toutefois, le concept que tu décris ici est plus vaste encore, puisqu'il y a 3 types de monnaies différentes, mais en donnant cet exemple, ça nous permet de comprendre déjà pourquoi à l'échelle des États eux-mêmes, comme tu viens de le dire il y a quelques instants, des déséquilibres majeurs vont commencer à s'installer du fait de cette confusion. Je voulais juste donner ça à titre d'exemple, en fait. Tout à fait, oui. Alors ça, c'est bien parce que ça permet d'illustrer que l'on reproduit au niveau de l'État des choses qui, normalement, seraient considérées comme aberrantes au niveau d'une entreprise. Dans la gestion courante, tout le monde sait que ce que tu viens justement de caractériser. Donc, mais au niveau de l'État, on se permet de faire des choses comme ça, souvent par c'est lié à des raisons politiques qui sont derrière. On va peut-être pas détailler ça maintenant, mais il y a le besoin de pouvoir être réélu à la prochaine élection qui fait que on va creuser des déficits, alors que l'argent est là. Simplement, cet argent est de la monnaie de contribution et qu'il devrait être regardé comme tel et qu'on devrait à ce moment-là regarder pourquoi n'a-t-on pas suffisamment de monnaie de contribution. Et ça amène alors à des questions comme celle du capital et de la répartition des bénéfices, comme on l'a déjà évoqué précédemment. Alors peut-être qu'on peut maintenant essayer de zoomer en quelque sorte un peu plus sur la monnaie de contribution elle-même, hein, et de regarder que cette monnaie de contribution, comment va-t-elle apparaître, comment va-t-elle arriver au bon endroit, hein, quels vont être les flux. Pour ça, il est peut-être nécessaire de
se faire une image la plus vivante possible des organes qui vont recevoir cette monnaie de contribution, c'est-à-dire ce que nous avons appelé les fonds de monnaie de contribution. Ils seront divers et variés. Pour certaines choses, ils seront même nombreux, alors que pour d'autres choses, ils seront uniques. Par exemple, l'armée, la police, qui sont des services publics, on a une armée, on a une police, on peut avoir plusieurs services de police, mais la monnaie qui devrait arriver pour la police devrait arriver à un seul endroit et serait répartie aux différents services de police. Pour l'armée, c'est la même chose. On peut avoir l'armée de terre, l'armée de l'air, etc. On peut avoir différents régiments, différentes casernes, etc. Mais globalement, c'est un seul organe de collecte. Par contre, d'autres services publics devraient être multiples. Il devrait y avoir une pluralité dans le domaine des services publics, comme par exemple la santé, l'éducation, les arts, la recherche, etc. Ça veut dire, à ce moment-là, d'autres fonds, plusieurs fonds de contribution pour répondre aux besoins de la pluralité dans ce domaine des services publics, dans ces domaines des services publics. On aurait donc une constellation de fonds de monnaie de contribution qui recevraient cette monnaie. Et parmi ces fonds de monnaie de contribution, nous aurions les deux types de fonds que je voudrais mentionner. Il y aurait d'abord les fonds pour les organismes monétaires, comme ce qui correspondrait aux services de paiement, pour la monnaie de paiement, la monnaie d'achat, et les fonds pour les instituts de financement qui s'occuperaient d'allouer les crédits, aussi bien les crédits à la consommation que les crédits pour la formation du capital des entreprises. Et il y aurait les fonds de monnaie de contribution. On aurait donc les organismes de services publics de ces trois types de monnaie. Et à l'intérieur de cela, nous aurions aussi les fonds de rémunération qui, eux, s'occuperaient de la rémunération de la totalité des gens qui ont besoin d'être rémunérés dans l'entreprise, et aussi, comme on l'a dit, de ce qui concerne la maladie, le chômage, les retraites, etc. Les allocations familiales aussi, bien sûr, en feraient partie. Tout ceci, ce sont des organismes qui ont chacun leur spécificité. Et chacun de ces organismes monétaires, ils auraient une particularité, c'est que leur budget serait plafonné. Ils ne pourraient pas avoir un budget illimité du fait que, par exemple, s'ils sont situés dans une région qui est très
qui est très riche ou dans une ville qui est très riche, alors s'il y a par exemple un tissu économique abondant, hein, bien sûr, il pourrait recevoir beaucoup d'argent. Donc là, il devrait y avoir un équilibrage qui se ferait par le fait que le budget de chaque organisme est plafonné et qu'ils ne peuvent pas dépasser un certain montant en fonction de ce qu'ils ont à gérer. Ça, c'est le premier élément qui permet d'avoir un certain équilibre au sein de tous les fonds de monnaie de contribution. Et deuxièmement, une autre chose qui va aussi être une sorte de garde-fou, c'est le fait que aucun de ces organismes monétaires ne peut se délivrer à lui-même les prestations. Ça veut dire que une banque de monnaie, un institut de monnaie de paiement qui a donc tous les comptes courants de tout le monde, au fond, hein, ne peut pas avoir son propre compte courant dans son propre organisme. Il doit avoir son compte courant pour régler ses dépenses courantes à lui en tant qu'organisme de paiement. Il doit avoir son compte courant dans un autre institut de monnaie de paiement. De même, si un institut de financement a besoin de pouvoir se emprunter pour acheter du matériel ou pour avoir ses bureaux, etc., il ne peut pas se délivrer un prêt à lui-même. Il doit s'adresser à un institut de financement autre. Et de la même façon, un fonds de monnaie de contribution ne peut pas se rémunérer son personnel, etc., et régler ses dépenses à partir des fonds qu'il va recevoir de lui-même. Il doit s'adresser à un fonds de monnaie de contribution, à un autre fonds de monnaie de contribution pour recevoir l'argent nécessaire pour son propre fonctionnement interne. Et ça nous amène alors à une notion très importante dans chacun de ces institutions monétaires. La comptabilité doit être tout à fait différente que la comptabilité qu'il y a dans les banques actuellement, par exemple, où l'argent des déposants est inclus dans la comptabilité d'une banque. Ça, c'est une chose que l'on ne réalise pas suffisamment. C'est que dans la banque, à chaque fois qu'on dépose de l'argent, par exemple notre salaire du mois, eh bien cet argent, c'est comme s'il était prêté à la banque. Il est considéré comme un prêt à la banque. Ce qui est une aberration totale. C'est utile dans une certaine conception financière de la monnaie et de l'économie, mais du point de vue d'une gestion saine, l'argent que l'on dépose à la banque doit rester dans la banque, tant qu'on n'a pas soi-même donné un ordre de virement. Cela veut dire qu'en réalité, on devrait avoir une séparation totale entre la comptabilité interne de la banque et la comptabilisation des dépôts
et des retraits et des virements de chaque déposant. Autrement dit, l'Institut de monnaie de paiement ne devrait pas toucher à notre argent déposé. Ce qui a comme vertu que l'Institut de monnaie de paiement peut faire faillite ou arrêter son activité sans que cela ait une incidence sur nos dépôts qui, eux, sont garantis à ce moment-là. Mais pas garantis parce que l'État le garantit ou jusqu'à un montant de 100 000, hein, mais garantis parce que tout simplement cet argent-là est là en permanence, inscrit comme une comptabilité en dehors de la comptabilité interne de la banque. Donc un traitement hors bilan de l'argent des déposants. Donc un traitement purement comptable, ce sont des écritures comptables qui concernent l'argent des déposants et qui n'est pas du tout mélangé avec la comptabilité de la banque, qui est tout à fait à part. Tout à fait à part, et c'est valable pour les 3 types d'institutions monétaires, l'institut de paiement, l'institut de financement qui fait les prêts. Il traite toutes les questions des prêts en dehors de sa propre comptabilité, hors bilan, donc. Et c'est la même chose pour les fonds de monnaie de contribution. Ils ont leur comptabilité interne pour acheter des ordinateurs, des stylos, du papier, tout ce qu'on veut. Hein. Et pour la rémunération aussi de leurs collaborateurs. Mais les fonds qu'ils reçoivent pour pouvoir, par exemple, si c'est un institut, un fonds de monnaie de contribution qui s'occupe, par exemple, de la santé ou qui s'occupe de l'éducation, eh bien, ils reçoivent de l'argent destiné à, par exemple, des écoles ou des hôpitaux, mais cet argent, il n'y touche pas. Et il n'y a pas de mélange entre le portefeuille, la bourse de chacun. Hein. C'est totalement séparé. Ils ne font que gérer, on pourrait dire de façon fiduciaire, pour employer un terme technique, mais ils ne font que gérer cet argent sans y toucher. Ça, c'est un élément fondamental pour une saine gestion de ces 3 types d'institutions. Et donc, c'est valable aussi pour les fonds de rémunération, dont nous parlons plus spécifiquement aujourd'hui. Les fonds de rémunération ne se donnent pas de prestations à eux-mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans un fonds de rémunération, il doit s'adresser à un autre fonds de rémunération pour son salaire du mois. Et en tant que collaborateur d'un fonds de rémunération, il n'a pas le droit de prendre 1 centime pour acheter quoi que ce soit pour le fonds de rémunération. Et la comptabilité doit être complètement transparente à ce niveau-là et totalement séparée. Il y a une gestion. Au fond, on pourrait dire que l'argent des fonds de rémunération ne fait que transiter par le fonds de rémunération, mais il n'est pas affecté par la gestion interne du fonds de rémunération. Donc ça, c'est les premiers éléments qui sont à la base d'un fonctionnement sain de cette monnaie en général et de la monnaie de contribution en particulier.
Michel, tu as commencé à décrire certains principes fondamentaux qui concernent le fonctionnement, notamment du fonds de monnaie de contribution, mais pas seulement. Ce sont des principes qui peuvent s'appliquer à toutes sortes de services civiliens, services publics civiliens notamment. Mais une question qui se pose, c'est mais quelle est l'origine des fonds? Qui fait apport de fonds au fonds de monnaie de contribution? Et d'où viennent ces fonds? Comment ces flux-là sont-ils acheminés en fait? Et oui, et ça c'est une question qui va bouleverser beaucoup de notions, notamment tout ce qui concerne l'impôt, hein, puisque en fait l'impôt est de la monnaie de contribution. Simplement, c'est une monnaie de contribution qui ne dit pas son nom. En réalité, avant, en France, on parlait du service des contributions. On ne parlait pas du service des impôts. Donc, on avait la notion que l'économie marchande contribuait à l'économie non marchande, même si on ne le disait pas avec ces termes-là. Mais aujourd'hui, l'impôt est devenu impersonnel. Il va dans une grande caisse, et l'État, le trésor de l'État, hein, et l'État redistribue cet argent d'une façon qui est plus ou moins claire, même s'il y a un budget avec des postes budgétaires, etc., au niveau de l'État, mais ça n'est pas suffisamment transparent, et en tous les cas, ça n'implique pas du tout les citoyens. Ça procède même de la passivité actuelle du citoyen que l'on essaye de transformer en faisant que on parle du civilien, c'est-à-dire pour nous, le civilien, c'est un citoyen actif. Et cette activité-là, cette implication, elle doit aller jusque dans le domaine de la monnaie et dans l'attribution de la monnaie de contribution aux différents fonds de monnaie de contribution. Cela implique que, en fait, qui va se charger de faire en sorte que la monnaie de contribution aille à tel ou tel endroit, eh bien, ce sont les collaborateurs des entreprises eux-mêmes qui vont le faire. Ils peuvent le faire d'une façon individuelle, et ce droit devrait leur être reconnu. À ce sujet, Michel, tout à l'heure, tu as mentionné déjà une première fois le concept de pluralité de services publics civiliens. Donc, lorsqu'il y a des apports de fonds qui sont faits au fonds de monnaie de contribution et ensuite affectés à des services publics civiliens, cette pluralité, on peut se demander pourquoi il y a une pluralité, mais en fait, il y a sans doute différents types d'approches éducatives, différents types d'art ou d'approches artistiques, différents types aussi de recherche scientifique ou de domaines de recherche scientifique. Est-ce que c'est ça qui est entendu par pluralité? C'est pareil pour la santé d'ailleurs aussi. Mm-hmm. Ah oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Là, on ne peut pas avoir un service de monopole, hein, où l'État s'occuperait de gérer. Ce n'est pas son rôle de gérer, de gérer et de donner une orientation de contenu. L'État doit, au niveau de la loi, garantir que chacun puisse avoir accès à tel ou tel service public, mais le contenu même du service public, ce n'est pas de son ressort, et on pourra
détailler ça, notamment par exemple lorsque nous parlerons de l'éducation, mais c'est la même chose pour les journaux. L'État n'a pas à dire ce qui doit être à l'intérieur des journaux. Il n'a pas à dire quel type de santé on a à pratiquer dans les différents services publics de la santé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a franchi une limite qui est très problématique avec tout ce qui s'est passé pour la crise du Covid, où l'État s'est substitué au corps médical pour devenir prescripteur. De même qu'il peut se substituer au corps pédagogique pour devenir prescripteur en pédagogie. Donc là, on a un vrai problème de démocratie qu'il faudra traiter absolument dans le détail. Mais en réalité, on pourrait même dire que la Constitution devrait garantir la pluralité dans les différents domaines. Alors, c'est un thème à traiter pour lui-même, mais ça veut dire, au niveau des fonds de monnaie de contribution, qu'il y a une implication directe, parce qu'on a une multiplicité de fonds de monnaie de contribution à l'intérieur d'un même domaine, comme par exemple la santé, ou l'éducation, ou les arts, ou la recherche, etc. On a une multiplicité, une pluralité, et ça veut dire que se pose la question pour un collaborateur à l'intérieur d'une entreprise de dire, voilà, j'ai un budget de monnaie de contribution à attribuer dans le domaine de l'éducation, selon des barèmes, selon des quotes-parts, on va dire, pour la santé aussi, etc. Comment je vais les affecter et à qui je vais les affecter. Et ça veut dire que chaque collaborateur, ou bien un groupe de collaborateurs qui se met ensemble pour dire on va réfléchir, nous, à comment on va le faire. Pour chacun va se poser la question, ça veut dire qu'il va devoir y avoir une réflexion sur, mais alors quel type de santé choisit-on ? Quel type d'éducation choisit-on ? Vers quel art je veux orienter la monnaie de contribution ? Vers quelle recherche je veux le faire ? Ça veut dire qu'on va choisir, est-ce qu'on veut aller vers une recherche qui favorise par exemple des choses comme les OGM, ou bien est-ce qu'on va avoir une recherche qui va vers quelque chose qui favorise un autre type d'agriculture que l'agriculture avec les OGM. Donc, on va devoir devenir conscient de où va l'argent, au lieu qu'il aille dans une caisse complètement impersonnelle qui est le trésor de l'État. Il va aller vers vers des fonds de monnaie de contribution pour lequel chaque civilien va devoir faire un choix, s'il veut le faire. Il y a donc là une potentialité d'éveil de la conscience individuelle et de la responsabilité individuelle, de l'action individuelle, qui est considérablement, mais très considérablement plus élevée que ce qui existe aujourd'hui. À la fois, il y a une question qui se pose, si maintenant nous sommes très nombreux à faire un certain choix en matière de santé ou d'éducation ou d'art, et que finalement, il y a des sommes qui sont de manière déséquilibrée amenées pour tel type, j'invente ici, d'éducation, mais qu'en fin de compte, il n'y a pas tellement de personnes qui font vraiment ce choix-là pour leurs enfants. D'autres types d'écoles fonctionnent, c'est un exemple, avec une autre approche pédagogique,
il y a beaucoup de demandes, d'inscriptions, mais ces écoles-là reçoivent peu d'affectation de monnaie de contribution par les travailleurs, par les entreprises, etc. On se retrouve peut-être quand même dans des potentialités de déséquilibre. Or, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des plafonnements qui intervenaient. Donc, si maintenant on se retrouve dans une situation, je ne sais pas, dans une région qui est favorisée économiquement, il y aurait beaucoup de fonds disponibles pour la recherche scientifique, etc., etc., on pourrait avoir des disparités très grandes qui pourraient apparaître entre des territoires, ou trop grandes entre des territoires et ou dans différents domaines, je dirais, d'activité. Donc, le concept de plafonnement permet de réduire ce risque de disparité, si je comprends bien. Absolument. Hein, ça veut dire que si le budget, il faut voir par rapport à quoi il est plafonné. Hein. Pour une école, ça peut être par rapport au nombre d'enfants. Pour la santé, ça peut être par rapport au nombre de personnes à traiter. Pour la recherche, ça peut être par rapport au type de recherche que l'on fait. Hein. Mais en même temps, il faut regarder que si, par exemple, un type d'école, il n'y a pas suffisamment d'enfants qui viennent pour que l'école puisse fonctionner, il faut voir où est la cause. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est parce que c'est un type de pédagogie qui est si nouveau que les gens n'ont pas eu encore l'occasion de percevoir cette nouvelle pédagogie, de percevoir l'intérêt qu'il présente? Dans ce cas-là, on est dans quelque chose qui peut entrer dans une catégorie de expérimental, et il peut y avoir une sorte de dérogation du fait qu'on expérimente. Et donc on n'a pas encore le nombre d'enfants qu'il faudrait dans l'école. Après quelques années, l'expérimentation a été faite, il faut tirer les conclusions. Si l'école n'attire pas suffisamment d'enfants, ça peut aussi vouloir dire qu'elle ne répond pas réellement aux besoins pédagogiques. Dans ce cas, ça signifierait que peut-être cette pédagogie, ne rencontrant pas un intérêt suffisant, doit s'arrêter. Donc on a le manque de budget d'une institution, qu'elle soit l'école, qu'elle soit la santé, qu'elle soit un institut de recherche, etc. Si par exemple des personnes ne s'intéressaient plus du tout à la recherche sur les OGM, cela pourrait vouloir dire que ça ne correspond pas à un réel besoin. Et donc il faudrait l'arrêter. Il faut donc pouvoir discerner, et ça c'est simplement une question de dire, bon ben, si quelque chose est nouveau et expérimental, on peut avoir un budget particulier pour ça, mais si au bout d'un moment, les civiliens ne voient pas l'intérêt de la chose, alors d'une certaine façon, j'aimerais dire, c'est comme un bulletin de vote. Ils n'ont pas voté pour cela, ils n'ont pas choisi ça, mais au lieu que le bulletin de vote soit envers une personne qui va nous représenter, soi-disant, mais qui en fait fera des choix qui n'étaient pas prévus par exemple, qui n'étaient pas annoncés dans le programme de cette personne, au lieu que l'on ait ça, eh bien, on vote directement pour tel ou tel choix. Et il n'y a pas de citoyenneté plus active que celle-là. La civilianité, telle qu'on la propose,
est vraiment l'engagement le plus grand que l'on puisse imaginer pour l'ensemble de la société, l'ensemble des civiliens. Et quand on se plaint que les citoyens se désintéressent de la chose publique, au fond c'est normal, puisqu'on voit que ce que nos choix, qu'au fond nous n'avons pas une réelle possibilité de choix, que le choix entre des personnes qui vont nous représenter n'est pas un vrai choix. Ça, il faudrait traiter ça en détail pour voir même comment certains articles de la Constitution, comme celle du mandat impératif, je ne vais pas le traiter maintenant, mais sont des choses qui empêchent une réelle représentation, et que la représentation, en fait, la meilleure représentation, c'est celle qui me permet de choisir moi-même vers où va aller l'argent public, parce que la monnaie de contribution, c'est de l'argent public, vers où va aller l'argent public selon les choix que je fais. Et ce concept permet de cerner qu'on est à 100 lieues, ça n'a rien à voir avec la marchandisation des services publics. Car dans le cas de la marchandisation des services publics, c'est l'inverse. Ce sont des parents qui payent une certaine somme dans l'école de leur choix, comme quand on achète un service ou une marchandise. Ici, il ne s'agit absolument pas de ça, puisque c'est nous-mêmes en tant que civiliens qui décidons d'orienter certains flux de monnaie de contribution. On a parlé du plafonnement tout à l'heure, et donc ce sont pas les plus nantis, entre guillemets, qui vont pouvoir acheter l'école de leur choix. Il ne s'agit absolument pas d'un concept marchand ici. Ce qui permet aussi donc c'est important de le dire, hein, parce que souvent il peut y avoir cette confusion en disant oui, mais si c'est plus l'État qui oriente les flux de monnaie de contribution ou l'impôt, alors on va rentrer dans un système marchand. Et c'est en effet un des dangers qui existent. Mais par le biais d'une orientation du flux de monnaie de contribution par des civiliens actifs, on n'entre justement pas dans ce danger de marchandisation des services publics. Tout à fait, hein, dès l'instant où on a aussi plafonné le budget de chaque institution, les deux mesures sont nécessaires, se complètent en réalité. Et on aura aussi des personnes qui vont choisir, donc des collaborateurs d'une entreprise qui vont choisir d'orienter la monnaie de contribution pour l'éducation, par exemple, alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas d'enfants ou plus d'enfants scolarisables. C'est donc peu à peu la conscience des questions sociétales qui va grandir dans la société par le fait que nous avons à orienter la monnaie de contribution vers tel ou tel fonds, et que ça va nous amener à nous poser la question, si on veut se la poser. Celui qui ne voudra pas se poser la question pourra toujours le mettre dans un fonds de monnaie de contribution générale et dire de l'affecter, ce qui doit être affecté à la santé, à l'éducation, etc., je ne veux pas m'en occuper. Mais le processus sera évolutif. Avec le temps, les personnes se poseront des questions peu à peu. Ceux qui n'auront pas été habitués à s'en poser depuis déjà 20 ou 30 ans n'auront peut-être pas envie de faire ça. Mais les générations montantes se poseront de plus en plus la question parce qu'ils seront concernés directement. Donc on aura une conscience qui va grandir. Je dirais une conscience sociétale qui pourra grandir grâce à une civilianité active jusque dans le domaine de l'argent. Mais alors se pose une question.
On a parlé des collaborateurs d'une entreprise qui vont affecter les bénéfices de l'entreprise comme monnaie de contribution. Mais que se passe-t-il pour les institutions qui ne font pas de bénéfices, qui sont justement les institutions de l'économie non marchande? Une école est un organisme sans but lucratif. Tout au moins, une école qui veut recevoir de l'argent public. On aura l'occasion de détailler ça. Mais tout organisme qui reçoit de l'argent public est forcément un organisme sans but lucratif. Ça veut donc dire que ces organismes-là, ces institutions, ne font pas de bénéfices. Donc les personnes qui travaillent dans ces institutions n'ont pas l'occasion de se dire où est-ce que je vais affecter la monnaie de contribution, puisqu'il n'y en a pas. Eux, ils en reçoivent, mais ils ne peuvent pas en affecter. Alors, comment fait-on dans ce cas-là? Au fond, il y a deux possibilités. Il y aurait une possibilité de dire, bon, la totalité de la monnaie de contribution, c'est-à-dire celle qui vient de l'économie marchande, eh bien, on va dire que chacun, cette totalité-là, chacun en a une petite quote-part qu'il choisit d'affecter, comme celui qui est dans une entreprise. Donc ça pourrait être aussi au sein d'une institution. Mais il y a une autre façon de voir la chose aussi, c'est de dire, en fait, les personnes qui sont dans les institutions sans but lucratif d'intérêt public, ces personnes-là, il faut qu'elles montrent aussi à ceux qui sont dans l'économie marchande pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on les finance. Ça veut dire qu'ils doivent aussi arriver à montrer l'intérêt de ce qu'ils font pour qu'il y ait un afflux de monnaie de contribution vers eux, un flux de monnaie de contribution. Ce sont deux façons de faire. D'un côté, ce serait tout le monde dans la société qui choisirait comment ils affectent la monnaie de contribution, ou d'un autre côté, ce seraient les personnes qui travaillent dans l'économie marchande qui le feraient, mais sur la base de ce que ceux qui sont dans les institutions leur montreraient de l'intérêt de leur projet. Et les deux ont des avantages. Ces personnes qui travailleraient dans des institutions, c'est-à-dire dans l'économie non marchande, seraient invitées alors à se mettre activement en relation avec le monde social les entourant, pour montrer l'intérêt donc de pourquoi c'est important qu'elles reçoivent leurs propres institutions de l'argent de contribution, mais ne pourraient pas elles-mêmes, dans ce cas de figure-là, décider de l'affectation d'une partie de l'argent de contribution. Elles seraient invitées à s'activer, de se mettre en contact avec la société, entre guillemets, au sens large, autour d'elles. Et ça, c'est aussi intéressant. Les deux sont intéressants. Mais c'est aussi intéressant parce que ça créerait une dynamique de réflexion, à la fois pour ceux qui sont dans l'économie marchande par rapport aux différents projets qui leur sont soumis, et en même temps pour ceux qui sont actifs à l'intérieur des institutions, parce qu'ils devraient réfléchir sur leurs institutions et dire, mais en fait, quelle est notre spécificité? Qu'est-ce qu'on a à proposer? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour l'ensemble de la société?
Donc ça pourrait aussi créer une forme de dynamique, de réflexion des deux côtés, qui serait de nature un petit peu différente, mais qui servirait à l'ensemble de la société. Ça pourrait être une autre forme d'éveil civilien, de nature différente, comme tu viens de le dire, et qui pourrait peut-être prévenir le risque de tomber, sinon, dans une espèce de ronron, d'endormissement, au contraire. Tout à fait. Hein, où on ne doit pas commencer ni à réfléchir, ni à veiller à communiquer ce que l'on fait clairement au public, en Oui. fait. Ça serait vraiment un facteur de maintenir la flamme en permanence, hein, et au lieu de la laisser vaciller à certains moments, quoi. Et ça, je crois que ce serait dynamique. J'ai pas, personnellement, pas tranché dans un sens ou dans l'autre, à mon niveau tout à fait individuel. Je trouve que les deux offrent des avantages, mais c'est l'ensemble de la société qui devrait le décider à un moment donné. Ça, c'est des questions de constitution. Il n'est pas impossible de combiner d'ailleurs les deux aussi. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir une part possible d'affectation d'une partie de l'argent de contribution, même par des personnes qui travaillent dans le secteur non marchand, dans les institutions du secteur non marchand, et que par ailleurs, ils soient aussi invités à faire croître la part de ce qui leur est versé par des entreprises en étant suffisamment actifs et dynamiques. Mais nous pouvons bien sûr concevoir qu'il ne faut pas aller trop loin dans la complexité non plus. Donc il y a des choses à expérimenter à nouveau sur le terrain, hein, puisque si ça devient de toute façon trop lourd, trop complexe, ça va freiner au lieu d'être dynamisant. Donc il y a des équilibres à trouver. Tout à fait. Tout à fait. Mais je crois que l'important, c'est qu'on voit les différentes possibilités et qu'on y réfléchisse. Mais je crois que ce qu'on peut conclure de notre échange d'aujourd'hui, c'est le formidable dynamisme civilien qui peut naître de cette compréhension des différents types de monnaies, des flux qui vont de l'un vers l'autre et de l'implication que l'on peut avoir dans dans ces flux et de la conscience sociétale qui va en découler. On a tout à gagner pour une telle civilianité active. Je peux encore imaginer que bien des personnes pourraient très légitimement penser, oui, mais il y aura des dérives, il y aura des dysfonctionnements, y compris dans les fonds de rémunération, les fonds de monnaie de contribution, les différents services civiliens, si on applique ces idées-là. Mais justement, peut-être que nous pouvons encore réserver de bonnes surprises lors de la prochaine rencontre civilienne, parce que ce qu'on a évoqué aujourd'hui en tant que fonctionnement de ces services publics civiliens, en se concentrant, c'est vrai aujourd'hui, surtout sur les fonds de rémunération et encore davantage sur les fonds de monnaie de contribution, eh bien, ce n'est encore qu'une partie des idées que nous voulons faire sortir de la boîte lors de nos rencontres civiliennes. Et il va falloir maintenant, en effet, encore un peu peaufiner et même approfondir quel peut être le fonctionnement en matière de processus de décision. Et ce qui doit être fait et peut être fait si on voit en effet apparaître certains dysfonctionnements. C'est bien lors de la prochaine rencontre civilienne, je crois, Michel, que nous allons aborder ça, qui est d'ailleurs la deuxième partie de la rencontre de ce jour. Oui, tout à fait. Alors, Michel, je me réjouis que nous puissions aborder ces notions-là, qui pourront être valables d'ailleurs pour tout type de service public civilien. Je trouve ça personnellement tout à fait passionnant. Je vous dis, chères civiliennes, chers civiliens, à bientôt, à la prochaine rencontre civilienne. Au revoir, Michel. Au revoir à toutes et à tous.